Merci à vous. On passe à la dernière communication de chirurgie pédiatrique. Bonjour, chère assistance. Très ravi de participer à cette intéressante session de urgences chirurgicales néonatales avec mon cher maître, professeur Mourtari. Donc, j'avais la chance de passer dans son service en tant que stagiaire médecin associé. Donc, on a fait un travail sur l'aparoschisis. Donc, j'ai l'honneur de faire cette présentation par rapport à la prise en charge du laparoschisis. Donc, en guise d'introduction, c'est une malformation congénitale qui est caractérisée par un défait de la paroi abdominale très souvent, voire exclusivement à droite, avec comme conséquence une éviscération du contenu abdominal, notamment intestinal, avec un cordon ombilical intact à la différence de l'omphalocèle. Donc c'est une malformation qui est souvent sporadique et isolée, pas d'association avec d'autres malformations, au contraire de l'omphalocèle qui est souvent associé à des anomalies génétiques ou d'autres malformations. Et sur le plan embryologique, c'est une malformation qui survient très précocement de la vie embryonnaire, entre la 4e et la 10e semaine, avec une incidence qui est en train d'augmenter, qui peut aller jusqu'à, dans certaines régions, à 5 à 6 cas pour 10 000 naissances. La prévalence hospitalière sur l'étude qu'on a fait en réanimation néonatale de Kremlin-Bicêtre, l'incidence hospitalière était de 1% de 2009 à 2019. Donc, c'est une malformation qui est grave et il y a des complications, notamment des complications immédiates. La principale, c'est le syndrome compartimental, des complications à court terme et à long terme, notamment des complications digestives et nutritionnelles. Donc, le pronostic, il est amélioré d'abord par la bonne anticipation et cela grâce au diagnostic anténatal, grâce à la bonne collaboration entre les disciplines qui interviennent, notamment les gynécos, les chirurgiens pédiatres, les réanimateurs et les néonatologues, bien sûr, et grâce aux progrès qui ont été réalisés sur le thème de ventilation mécanique et sur la nutrition parentérale de ces nouveau-nés. Donc sur le plan éthiopathogénique, il n'y a pas d'étiologie identifiée, mais il y a des facteurs de risque qui ont été rapportés dans la littérature. Il y a le jeune âge maternel, notamment une jeune femme âgée de 24 ans, primiparité, consommation de toxiques, tabac, alcool, drogue, certains médicaments vasoconstricteurs, le bas niveau socio-économique et certaines infections génitales ont été rapportées comme facteurs de risque. Sur le plan physiopathologique, c'est toujours controversé, mais l'hypothèse la plus retenue, c'est un accident ischémique de l'artère omphalomésentérique droite. Donc l'hypothèse tératogène actuellement, elle est un peu donc rejetée et très peu probable. Sur le plan anatomopathologique, donc c'est une éviscération à travers un défect para-ombilical. La taille est variable entre 2 et 5 cm. Donc, on a toujours les anses grêles à l'extérieur. Souvent, les organes souvent éviscérés, le côlon et l'estomac. Rarement éviscérés, la vessie, l'utérus et les annexes. Et exceptionnellement, on peut avoir la vésicule biliaire, le testicule en ectopée abdominale ou le foie. Donc, deux formes. On distingue les formes simples avec un très bon pronostic et les formes complexes, donc avec un taux qui est variable entre 10 et 15% selon les séries, et les critères de complexité rapportés avec pronostic qui est réservé, c'est la nécrose, soit le volvulus, attrisé ou sténose intestinale. Donc c'est une mortalité qui est très importante avec une morbidité importante, notamment une ventilation prolongée, des complications infectieuse, une alimentation parentérale prolongée, une durée d'hospitalisation plus importante. Donc, en fonction de la périviscérite, il y a 3 formes. La forme de périviscérite sévère, donc avec un très mauvais pronostic, modéré ou absente en fonction de l'aspect macroscopique de l'intestin. Donc, le néonatologue, il a une prise en charge, les axes d'intervient. Donc, avec une équipe multidisciplinaire, ça commence déjà en anténatal,
en salle de naissance, en réanimation néonatale, et ça poursuit. C'est une prise en charge qui est au long cours et multidisciplinaire. Donc en prénatal, il faut faire bien sûr le diagnostic positif, et cela grâce à l'échographie fœtale, notamment de deuxième trimestre. Et il faut toujours rechercher les facteurs de mauvais pronostic échographique, qui sont une dilatation de la lumière intestinale, un épaississement de la paroi intestinale et qui signifie la présence d'une périviscérite, un hydramnios et une restriction de croissance fœtale intra-utérine. Il faut informer les parents, il faut bien leur expliquer le pronostic et détailler avec l'équipe chirurgicale les étapes de prise en charge anténatale, postnatale et toutes les complications possibles. Et bien sûr, il faut anticiper sur la prise en charge. Donc, c'est très important d'avoir un diagnostic anténatal pour tout prévoyant concernant l'accouchement et la prise en charge médico-chirurgicale. Donc, sur le plan mode d'accouchement, c'est très controversé et il est retenu que une césarienne, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas un élément dans le pronostic. Donc, en salle de naissance, il faut toujours anticiper, préparer le matériel, et donc il faut avoir des recommandations concernant la température. Il faut préparer le matériel de ventilation, d'aspiration, préparer les médicaments pour l'hémodynamique et l'analgésie. Et le colompage de cordon, il faut avoir au moins 10 cm parce qu'on va l'utiliser après dans le rétablissement. Donc, entre M0 et M15, après juste la naissance, il faut sécher l'enfant, bien l'installer, et il faut assurer une réanimation ventilatoire. Il faut prendre son poids et installer le nouveau-né en décubitus latéral droit pour ne pas compromettre la vascularisation. Bien sécher l'enfant, ce sont des enfants qui sont très fragiles concernant l'hypothermie, sont très prédisposés à développer une hypothermie. Mettre un sac, mettre un bonnet et bien sûr un monitorage de la saturation à la main droite et un scope, un cardioscope. Il ne faut pas les ventiler par voie manuelle, donc parce qu'il y a un risque de ventiler et d'augmenter la pression intra-abdominale, intestinale, et il faut éviter la PPC nasale. Donc s'il y a une détresse très sévère, il faut opter pour une ventilation mécanique, bien sûr, ses besoins. Et puis il faut vider l'estomac et noter la quantité des aspirations et laisser la sonde gastrique ouverte. Bien sûr, il faut prendre des photos pour un contrôle ultérieur et également le mettre dans le dossier du nouveau-né. Donc toujours en salle de naissance, après la 15e minute, il faut procéder à avoir une voie veineuse périphérique, faire un bilan préopératoire, notamment un groupage, une NFS et un bilan d'hémostase, et il faut guetter l'hypoglycémie par la perfusion de sérum glucosé 10% à un débit de 3 à 4 ml par kilo par heure et faire une analgésie adaptée. Donc en fonction du mode de ventilation, si on va intuber, on va utiliser la sufentanil. Sinon, dans les cas non intubés, on va utiliser le paracétamol, la morphine. Les antibiotiques, ce n'est pas systématique, c'est cas par cas. Administration, bien sûr, de la vitamine K en intraveineux direct. Remplissage, ses besoins. Donc, on va utiliser le sérum physiologique à 20 ml kg sur 1 heure. Et il faut transférer le nouveau-né en réanimation néonatale ou au bloc opératoire en léger proclive et en décubitus latéral droit et le plus tôt possible. Donc sur le plan chirurgical, l'objectif c'est bien sûr la réintégration du contenu intestinal qui est éviscéré à l'intérieur de la cavité abdominale, et on a essentiellement 2 techniques. La première, c'est la réintégration des anses en un seul temps, mais toujours il y a un risque de syndrome compartimental. Et la deuxième technique, c'est la réintégration progressive selon la technique du Schuster qui est sur la photo, qui est représentée à gauche. Donc un nouveau-né qui est pris en charge en salle de naissance de la réanimation de Kremlin-Bicêtre. Donc on a mis le sac pour protéger les intestins de façon stérile.
un bonnet pour la prévention de l'hypothermie et la technique de Schuster. On a mis donc le silo d'Alexis. Donc en position, donc on la met sur la couveuse. Une petite vidéo qui illustre cette technique de réintégration progressive avec mise en place de la chaussette le silo. Donc une intégration douce, progressive. Donc il faut aspirer l'estomac pour diminuer la pression. Une aspiration également rectale pour vider le maximum de méconium avec une analgésie adaptée. Donc c'est une réduction vigile avec utilisation du propofol. Et toujours, il faut anticiper sur la ventilation mécanique parce que en cas de dépression respiratoire, donc il faut passer à l'intubation. Donc on fixe. Et comme vous constatez ici, le cordon ombilical, il faut au moins 10 cm. Donc il a un intérêt important dans le rétablissement et dans la reconstruction. Ça en salle de naissance, mais dans des conditions de bloc. Donc c'est... Donc le contenu intestinal, il n'y avait pas de périviscérite. C'était des... Pour passer rapidement, donc le résultat final, voilà, donc avec l'ombilic qui est protégé, cordon ombilical. Donc la prise en charge après post-opératoire, les principaux objectifs, c'est d'assurer une ventilation adaptée, une hémodynamique correcte, un confort de bonne qualité et il faut éviter les complications, notamment le syndrome compartimental et les infections, notamment nosocomiales et la dénutrition. Ce qui concerne la ventilation, donc certains cas, lorsqu'ils sont intubés, généralement il faut garder la ventilation le moins possible. Donc généralement c'est une ventilation mécanique conventionnelle en pression contrôlée. Bien sûr il faut surveiller le gaz du sang, le volume courant et le PCO transcutané, la compliance thoracique, toujours pour guetter le syndrome compartimental. L'hémodynamique, donc surveillance stricte de la diurèse, de la perfusion périphérique, de la tension artérielle, l'écho-cœur et aussi la surveillance par le NIRS rénal qui reflète la perfusion des organes de la circulation mésentérique et rénale. Et en cas d'hypovolémie, on peut utiliser un remplissage vasculaire au sérum salé et passer aussi aux inotropes. Il faut démarrer avec une dose de 0,3 microgrammes kilo par minute. Et en cas de besoin, on peut utiliser l'hémisuccinate d'hydrocortisone qui va optimiser l'hémodynamique avec une dose de charge de 1 mg kg. Puis on peut passer par une dose d'entretien de 0,5 mg kg chaque 6 heures. Et bien sûr, il faut opter par la mise en place d'un cathéter percutané parce que il faut toujours guetter les complications hémodynamiques. La sédation analgésique, c'est très très importante. Donc il faut l'adapter en fonction des échelles de la douleur et on utilise souvent les dérivés morphiniques, notamment la morphine, ce fentanyl, éventuellement c'est le nouveau-né intubé, associé plus ou moins à l'hypnovèle. Les antispasmodiques peuvent être utilisés lorsque le transit a été repris et lorsque l'alimentation a été démarrée. Donc toujours sur l'abdomen, il faut le surveiller à la recherche d'un syndrome compartimental et ça va se manifester cliniquement par des difficultés ventilatoires hémodynamiques avec une oligo-anurée, des hypercales avec risque d'hypercalémie menaçante. Il faut voir
et surveiller la coloration des membres inférieurs. La pression abdominale peut être surveillée par la mesure intravésicale de la pression intravésicale. On met une sonde et qui va estimer la pression intra-abdominale via la pression intravésicale. Et lorsque cette pression dépasse 12 mm mercure, il faut craindre un syndrome compartimental et discuter avec le chirurgien la reprise chirurgicale. Donc une sonde gastrique charnière 8 doit être mise il faut la laisser en déclive ou au sac avec des aspirations horaires et il faut quantifier le volume et les aspects des résidus gastriques. Donc c'est un schéma qui explique la physiopathologie du syndrome compartimental. Donc il y aura une augmentation de la pression intra-abdominale, un œdème qui va se constituer et ça va retentir sur la circulation rénale, une hypoperfusion rénale et une redistribution vers les organes nobles initialement et puis que ça va aboutir à une dysfonction des organes. Il y aura également une augmentation de la pression intrathoracique, donc avec des problèmes de ventilation et finalement une hypoperfusion cérébrale, une défaillance systémique. Par rapport à la prise en charge nutritionnelle, tout d'abord on commence par une alimentation parentérale exclusive pendant les 5 premiers jours sur un KTC, un cathéter percutané, et les apports lipides DG0, il faut commencer les lipides et il ne faut pas dépasser 3 grammes par kilo par jour. Toujours il faut insister sur la stimulation de l'oralité parce que c'est des enfants qui vont développer après des problèmes d'oralité. Et l'arrêt de l'alimentation parentérale et l'ablation de cathé généralement se fait 48 heures voire 62 heures après l'administration d'une nutrition entérale à ration complète. Donc l'alimentation entérale, ça commence à partir de G5 post-réintégration complète et les dites trophiques, donc sous forme du lait maternel ou lait de femme qui est utilisé en France en l'absence de lait de maman, donc et avec un débit continu initialement de 1 ml par heure pendant 5 jours et puis on va augmenter la ration entérale. Donc si le volume des résidus gastriques est inférieur à 50% du volume passé qui est de 12 ml et l'augmentation sera de 10 à 15 ml par kilo par jour, toujours continu. L'enrichissement de l'alimentation, donc il se fait à partir de 120 ml kg par jour, qui doit être progressif pour éviter les risques d'avoir une entérocolite. Et les objectifs de nutrition et calorique chez un nouveau-né à terme et autotrophe, c'est 150 ml kg par jour et 110 et 120 kcal par jour. Et pour le préma ou l'hypotrophe, 160 à 170 ml kg par jour en volume et 110 à 130 kcal par kilo par jour. Concernant le fractionnement de l'alimentation, donc on va passer de débit continu en débit discontinu à 2 heures sur 3 lorsque le volume d'alimentation entérale représentera la moitié, 50%, des apports totaux et que les résidus gastriques soient inférieurs au tiers de la ration entérale quotidienne. Donc 48 heures, 62 heures, on va passer de 2 heures sur 3 à 1 heure sur 3 et toujours il faut surveiller les résidus gastriques qui doivent être inférieurs à un tiers de la ration quotidienne et le lait de la maman peut être remplacé par un hydrolysat de protéines de lait de vache, un quart de la ration tous les 4 jours de façon très progressive et très douce et il faut faire attention toujours au risque d'entérocolite et il peut être maintenu jusqu'à 6 mois. Concernant la stimulation de transit, donc généralement ils ont des problèmes de motilité intestinale et il faut commencer une stimulation généralement après G5 post-réintégration 2 fois par jour, mais ce n'est pas systématique. Après, on va voir en fonction de transit. Est-ce qu'il y a un transit spontané et si on a à mettre une stimulation, on va utiliser le sérum physiologique tiède, plus 10% de vaseline, donc un volume de 10 ml par kilo et qui est maintenu jusqu'à une ration alimentaire complète
et une reprise de transit spontané. Donc, il y a d'autres médicaments qui sont controversés concernant la stimulation du transit, notamment l'érythromycine. Concernant les complications, donc il y a des complications déjà anténatales, notamment la sténose, les perforations, une nécrose du grêle, oligohydramniose, une prématurité, un retard de croissance qui est très fréquent et parfois une mort fœtale in utero. Il y a des complications préopératoires qu'il faut les gérer en salle de naissance, c'est l'hypothermie, la déshydratation, complications chirurgicales au volvulus et des complications post-opératoires qui peuvent être soit précoces, soit tardives. Précoces, essentiellement, il faut faire attention au syndrome compartimental, à l'infection de la paroi abdominale, un sepsis d'origine nosocomiale, notamment sur le cathéter. Le risque de grêle court, donc lorsqu'il y aura une chirurgie avec une ablation intestinale, une résection intestinale importante, il y a un risque de dénutrition et le risque de grêle court. Et toujours, il faut guetter le risque d'entérocolite ulcéronécrosante, quel que soit l'âge de l'enfant, quel que soit le stade, il y a toujours un risque, même à long terme. Complications tardives, la cholestase secondaire à l'alimentation parentérale exclusive, toujours chercher le risque d'occlusion sur un abdomen qui est chirurgical, retard de croissance et non rattrapage de retard de croissance, des complications type reflux gastro-œsophagien, constipation. Et concernant notre série, je vais rapidement parler des résultats. Donc, on avait sur cette période 2009-2019 29 cas de la paroschisis. Donc, 2 cas outboard, ça veut dire qu'ils ont été transférés d'autres maternités. Et vous voyez sur les 2 décès qu'on avait, ce sont des cas qui ont été transférés d'autres réanimations ou d'autres maternités. Donc, de l'importance d'une organisation, d'une anticipation anténatale et pour adresser le nouveau-né in utero. Donc c'est l'idéal pour le prendre en charge directement en salle de naissance vers le bloc et vers la réanimation de proximité. Donc il y avait 27 cas de forme complexe et 25 cas forme simple. Les 2 décès également, c'était des formes complexes qui ont été transférées. Sur le plan clinique, les données cliniques, on avait un taux de prématurité quand même assez élevé, 55,6%. Taux de césarienne, 89,65%. Le diagnostic anténatal, fort heureusement, ça a été fait dans 89% des cas. La restriction de croissance également, c'est très fréquent, 44,8%. Et les formes complexes étaient 13%, donc c'est ce qui est rapporté dans la littérature. Et on avait une périviscérite importante dans 13,8% des cas. Donc concernant le profil thérapeutique, la réintégration en un seul temps a été faite dans 86,2% des cas. Ça a été tous les patients. Et pour les formes complexes, on a fait une réintégration en un seul temps dans 12% des cas. Progressif, c'était dans 13,8% des cas. Et concernant la durée moyenne de ventilation totale, c'est 3,92 jours. L'âge moyen de début de l'alimentation entérale, c'était 6,29 jours. Et l'âge moyen de début de l'alimentation orale par le biberon, c'était 23,14 jours. Et la durée moyenne totale de l'alimentation parentérale, c'était 26,81 jours. Donc l'évolution à court terme, le syndrome compartimental a été, donc il y avait une complication par syndrome compartimental dans 10,3% des cas, des infections nosocomiales chez 24,13% des cas, une entérocolite chez un patient, ça représente 3,4% des cas, une péritonite par perforation chez un patient, et la mortalité globale, c'était de 6,9% des cas. Et la durée moyenne d'hospice, c'était 31,51 par jour. Sur le plan évolution au long cours, on avait une cholestase chez 18,5% des cas, une constipation chronique
dans 28% des cas, des douleurs abdominales dans 12% des cas, une occlusion secondaire chez 2 patients, l'entérocolite tardive chez 2 patients et le reflux gastro-œsophagien chez 3 patients. Donc pour conclure, la paroschisis, il reste une pathologie grave, notamment dans notre contexte, en absence de diagnostic anténatal. Donc le pronostic, il est très nettement amélioré grâce au diagnostic anténatal. Il faut développer cette notion dans notre contexte et aussi par une prise en charge qui doit être protocolaire, codifiée en salle de naissance. Et toujours l'aspect multidisciplinaire, il est capital dans la prise en charge de ces enfants, donc avec une communication qui doit se faire en anténatal, en postnatal et au long cours. Et je vous remercie pour votre attention. Merci professeur Daoudi pour cette présentation qui est assez riche et qui a montré tous les aspects presque de la paroschisis. Vous avez fait tout le tour de la question. C'est juste que je vais revenir sur le point de la position latérale droite de nouveau-né. Je vais dire juste oui, la position latérale droite, mais il faut toujours penser à mettre un bio sous la masse intestinale. Parce qu'à mettre toute la masse intestinale en latéral droit, ça risque de tirer sur le collet. Le réflexe de mettre une sonde gastrique, il est primordial afin de pouvoir vider le contenu gazeux et ainsi soulager le contenu gastrique. Et là, professeur Daoudi, vous me rejoignez quand on leur dit que la paroschisis c'est une extrême urgence, parce que ça dépend exactement de la viabilité des ondes digestives. Et là, on est dans un jeu de temps, on est dans un jeu de gestion entre pédiatre et chirurgien pédiatre, et bien sûr, toujours on revient sur la multidisciplinarité. Maintenant, je n'ai pas vu sur votre exposé la notion de mettre un sac à grêle sur le contenu digestif, parce que là, dans notre contexte, mettre des compresses avec du sérum, et non. Parce que ça va coller sur le contenu digestif, et quand on va enlever ça, ça va être affreux pour les ondes digestives qui sont déjà en souffrance, et on sait bien que c'est déjà les ondes digestives qui sont en déperdition thermique par rapport au milieu ambiant. Donc, on met le contenu, on commence par avoir ce réflexe-là, viser le contenu digestif, le mettre dans un sac à grêle qui est censé être normalement stérile, et on fait avec les moyens de bord dont on dispose dans notre contexte, bien sûr, mais surtout pas, j'ai vu des choses, on va essayer d'exposer ce qui arrive parce qu'on est là pour se tromper afin d'apprendre. Et donc là, j'ai vu des gens qui recourent à de la bétadine afin de bétadine et sérum avant de mettre le contenu sur des compresses et beaucoup de sérum. Et attention à la sepsie, s'il vous plaît, c'est pas un geste anodin. C'est pas mettre des onces dans un sac, c'est pas ça. Il faut avoir la vision de sauver ce qui reste à sauver. Donc c'est des gestes qui peuvent conditionner toute la prise en charge à partir de la salle d'accouchement. Le défect, il est généralement latéralisé à droite, oui, comme vous avez dit bien, professeur David, peut-être à gauche, mais vraiment exceptionnellement. Moi, je vais juste, en tant que chirurgien pédiatre, je vais dire que vraiment la prise en charge de la paroschisis, c'est l'admission et c'est comment on va se comporter avec la paroschisis qui est issue à l'extérieur. Et ce n'est pas le geste chirurgical. La deuxième chose, c'est qu'il faut traiter le nouveau-né comme un nouveau-né qui porte, comme on a dit, une multitude de malformations associées. Et donc la question qui se pose à nos chirurgiens pédiatres, faut-il traiter les autres malformations en parallèle? C'est tout un chapitre à discuter, mais il faut sauver ce qu'il faut sauver, c'est juste parce que tant que vous laissez les ondes digestives à l'extérieur, ils sont en périviscérite, c'est comme une péritonite induite à l'extérieur. Je pense que lors de notre... j'ai fini les remarques concernant la paroschisis, je vais juste dire une dernière chose. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi sur un point donné. À chaque fois qu'on est en train de se réunir pour un congrès, pour une table ronde, pour quoi que ce soit concernant la formation continue de nous-mêmes et de nos collègues, je pense qu'il est temps de ressortir avec des recommandations pour donner un pouce pour le diagnostic anténatal, le dépistage anténatal. À chaque fois qu'on se réunit pour dire on en est où par rapport aux autres de nos diagnostics, on a tout, on a les moyens, on a les ressources humaines, on a tout, on a juste besoin d'une petite volonté pour démarrer le diagnostic anténatal, parce que dans l'enfant comme dans la paroschisis, vous l'avez bien dit au 7 août,
On a vu dans votre travail, c'est 90% où il a été fait le diagnostic. C'est malheureux de récupérer après plus de 6 heures la paroxysme qui est déjà grillée. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Daoudi. Moi, je pense qu'il est temps d'avoir des données marocaines. Parce que quand même, on a plusieurs CHU. J'aimerais bien avoir l'expérience, au moins de l'un des CHU. On apprend des erreurs, mais d'abord, il faut voir qu'est-ce qu'on fait, quelles sont ces erreurs pour les corriger. Avoir des données de la littérature, est-ce qu'il se fait ailleurs? Oui, c'est bon, mais je pense qu'il est temps, je m'excuse, je pense qu'il est temps d'avoir des notions locales, avec tous leurs problèmes, pour pouvoir les corriger. Merci beaucoup. Je vais vous répondre juste, Dr Jabel, pour ça, je vous invite à assister dans le congrès de Société marocaine de chirurgie pédiatrique. D'ailleurs, à chaque fois qu'on expose ces pathologies de l'enfant, ces pathologies abdominales antérieures, on est déjà sur une bonne piste de savoir que, encore une fois, comme a dit le professeur Daoudi, a-t-on besoin d'un protocole unifié. Quand vous voyez l'enfant naissant, il y a des gens, surtout en Afrique, qui n'ont pas de moyens, qui utilisent encore le tannage, parce que c'est une parcelle géante, et on l'utilise même chez nous. Et donc, en réponse à votre question qui est tellement judicieuse, Dr Jabel, c'est pour vous dire qu'on a besoin de votre présence, vous, pédiatres, chirurgiens pédiatres, vous, intervenants de santé maternelle-fœtale et maternelle-infantile, dans tous les congrès où on converge, pour qu'on puisse voir tous ces pathologies et avoir l'avis et l'avis de l'autre. Merci beaucoup, professeur Daoudi, pour cette belle présentation. Alors, le problème de la paroxysis est multiple. D'abord, comme tu sais, il y a très peu de diagnostic anténataux. C'est une découverte au moment de l'accouchement. À partir de là, il ne s'agit souvent pas d'une naissance dans un milieu approprié. Lorsqu'on vous ramène de Zhiliga ou d'Ouelmes, un laparo qui est né dans une maison d'accouchement, qui arrive en hypothermie avec déjà des intestins en souffrance, sans aucune mise en condition, parce qu'il l'enroule dans un drap, il l'envoie. Il y a encore à boire et à manger. Alors, ils sont très, très rares dans notre série. Nous avons chaque année une dizaine de laparos qui sont opérés, mais parmi eux, il y a 2 qui naissent à la maternité. Ceux-là, ils s'en sortent. Parce que vous savez très bien que la règle pour le laparo, c'est de la main du obstétricien vers la main du chirurgien, vers la réa. En général, le pronostic à ce moment-là dépend de la qualité des anses. S'il est né sans qu'il y ait des souffrances, une souffrance, pour nous en réa, le problème c'est nutritionnel. On arrive à les alimenter, l'alimentation parentérale initialement, là aussi le lait maternel a toute sa place, parce que la particularité de la paroxysis, c'est que les anses ont été émergées dans le liquide amniotique pendant de longs mois, et donc il y a des soucis d'alimentation après, mais ceux-là, on les sort d'affaire. Ceux qui arrivent outbound, dans des conditions de prise en charge telles que la collègue a décrit, souvent on a beaucoup de complications. D'abord, les chirurgiens refusent de les prendre immédiatement parce qu'ils sont souvent en hypothermie, infectés, en état de choc souvent, donc ils refusent de les prendre immédiatement, ce qui fait ils traînent initialement avant qu'ils soient opérés. On a de très très mauvais résultats. Maintenant, je suis parfaitement d'accord. J'ai eu la chance d'assister au dernier congrès à Tanger de la Société marocaine de chirurgie pédiatrique, et on a justement débattu de la problématique de la pathologie chirurgicale néonatale en général. Parce que, comme vous le savez, en dehors d'un niveau où il y a une réanimation, des autres lieux, en général, il y a des difficultés pour opérer ces enfants. Parce que les chirurgiens disent, nous, on a la technique, mais il n'y a pas la réanimation néonatale. Donc ces bébés se trouvent en train d'être transférés vers des lieux niveau 3, sans transfert dédié au nouveau-né, dans des conditions qui ne sont pas adaptées, sans mise en condition préalable. Donc c'est une véritable problématique, à tel point que pendant ce congrès-là, on avait conclu à faire un travail national
sur le circuit de prise en charge des bébés chirurgicaux en général. Il n'y a pas que le laparo, il y a les occlusions néonatales, il y a les omphalocèles, il y a toute la pathologie chirurgicale. De faire un état des lieux pour éditer des recommandations, mais on est conscient qu'on est très dépendant du diagnostic anténatal, encore une fois. Parce que si on ne sait pas à la base que ces bébés vont naître, même si on met en place une filière, ils vont continuer à naître dans des maisons d'accouchement. Donc je pense que c'est très bien d'avoir des recommandations. Les niveaux 3 en général savent gérer ces pathologies parce qu'ils ont le savoir-faire, ils ont les moyens, mais on est très dépendant de l'amont. Et ça, c'est un véritable problème à l'échelle nationale. Je pense que les collègues des autres centres au Maroc partagent la même réalité. Professeur Mortal. Merci beaucoup. نتفق معك الأستاذة en ce qui concerne les sacs à grêle. Serge Latif, il a effectivement parlé de la technique de la chaussette d'Alexis, qui est un progrès considérable. Il nous a changé la vie. Les enfants ne vont plus au bloc, jamais. Donc là, l'enfant est installé, comme vous l'avez vu, en salle de naissance. Le chirurgien se déplace avec son interne. Il vide les intestins. Il fait un lavement évacuateur. Il vide les intestins. Il rentre les intestins dans la chaussette. Il ferme la chaussette. L'enfant monte en néonatologie, s'il est en réa. Et 48 heures ou 3 jours après, ils vont inclure tout. Ils gardent le cordon ombilical, comme vous avez vu. Il met un stéristrip. Il entoure comme une espèce de caca le cordon ombilical au-dessus, parce que le cordon ombilical, en fait, il a des vertus cicatrisantes. Il cicatrise plus facilement. Donc, il entoure en rond comme ça le cordon ombilical autour de la cicatrice. Il met un pansement dessus. 2 jours ou 3 jours après, il retire le pansement. Le cordon ombilical, donc l'ombilic lui-même, il est devenu complètement frileux. Donc, à ce moment-là, il va le nettoyer, le remettre. Au bout de 5 jours, on retire tout, le stéristrip, tout. L'enfant n'a jamais été au bloc opératoire. Et voilà. Donc, c'est un changement radical dans la prise en charge. Effectivement, dans nos cieux, on continue à mettre les 2 sacs à grêle. Le premier sac au-dessous de la nuque, qui couvre les matières, et le deuxième sac pour couvrir l'intestin. Donc ça, c'est indiscutablement, il faut maintenir les 2 sacs à grêle. Vous avez bien raison. Je pense qu'on a dépassé le temps, donc on va arrêter là, parce qu'il y a un autre atelier après. Donc je vous invite à une pause café, puis on revient. Un quart d'heure, s'il vous plaît.